Dédicatiqué. Un grand plaisir de vous voir avec nous et bien sûr d'avoir la conférence aujourd'hui dans le domaine de la réadaptation. Je vais brièvement présenter nos deux conférenciers. M. Simon Bielorrier, physiothérapeute et candidat au doctorat en sciences cliniques et biomédicales à l'Université Laval. Il réalise son projet de doctorat au CIRIS, le centre de recherche, tout le monde le sait, c'est quoi le CIRIS, oui. Ses intérêts de recherche portent sur l'accès et l'organisation des services de santé, notamment les services de physiothérapie et les services spécialisés en douleurs chroniques. Madame Khadija Perrault est physiothérapeute, ayant travaillé comme clinicienne plus de 10 ans dans les secteurs publics et privés. Depuis 2013, elle occupe un poste de professeur au département de la réadaptation ici à l'université. Elle est également chercheuse au CIRIS. Ses travaux de recherche portent principalement sur l'organisation et l'accès aux services de réadaptation, la collaboration interprofessionnelle et les pratiques professionnelles auprès des personnes vivant une problématique de douleur. Donc, c'est notre grand plaisir de vous accueillir et bonne conférence. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Vraiment à venir présenter, ça me fait grand plaisir. Ça me fait très grand plaisir de présenter avec, rappelez-moi là si je suis trop loin du micro, à présenter avec Simon, avec qui je travaille depuis plus de 4 ans maintenant, presque 5 ans. Donc, on va vous présenter aujourd'hui, on a intitulé notre conférence « Les enjeux d'équité liés aux difficultés d'accès aux services de physiothérapie ». Donc, l'essentiel de notre présentation va porter sur un projet qu'on a mené aussi, que Simon a mené, je devrais dire, dans le cadre de sa maîtrise sous ma supervision. Donc, c'est un projet que j'avais initié, réfléchi, vraiment en se basant sur mon expérience de clinicienne dans un centre hospitalier de la région de Québec. J'avais vraiment des préoccupations par rapport à l'accès aux services, puis des clientèles, disons, que je trouvais qui étaient peut-être moins desservies qu'elles l'étaient. Donc, c'est vraiment un peu la suite de mes préoccupations cliniques qui ont mené à ma programmation de recherche que j'ai développée autour de l'accès aux services de réadaptation. Donc, l'essentiel des travaux qu'on vous présente seront ce projet-là aujourd'hui. L'équipe de recherche est principalement composée de Marie-Hélène Raymond, Maud de la Liberté, François Desmeules, puis Debbie Feldman, affiliée avec l'Université de Montréal. Puis il y a également Anne Hudon de l'Université de Montréal qui s'est joint à nous pour une partie du projet. Donc, c'est par ici qu'il faut que je pointe. OK. Donc, les objectifs qu'on se propose, tout simplement, c'est... donc, on ne les a pas là-dessus, mais on va les a ici. Donc, c'est d'exposer les résultats de ces travaux qu'on a menés sur l'accès aux services de physiothérapie, nommer des enjeux éthiques. Donc, on a, à travers ça, fait une réflexion par rapport à certains enjeux éthiques liés particulièrement à l'équité d'accès aux services, puis de participer à une discussion, en fait, là, initier un peu une discussion avec vous, puis certaines initiatives qu'on a déjà initiées. Donc, c'est un peu notre désir de continuer à passer un peu le mot sur les questions qu'on vous aborde aujourd'hui. Donc, on va commencer avec une brève mise en contexte de la problématique des troubles musculo-squelettiques, parce que c'est cette problématique-là qui a vraiment servi d'ancrage au projet. Parler donc d'équité d'accès à travers 3 enjeux et 3 angles là, éthiques principaux en lien avec les temps d'attente, les disparités régionales et la priorisation des références. Puis, vous parler donc de quelques initiatives. Donc, je sais qu'il y a quelques physiothérapeutes dans la salle ici. Vous êtes donc... en fait, ça s'adresse un peu à tout le monde parce que je pense que la plupart d'entre nous, à un moment donné, on va avoir un trouble musculo-squelettique. On parle ici de lombalgie, cervicalgie, tendinite, bursite. Donc, c'est vraiment une problématique qui touche une grande partie de la population, qui va représenter à peu près 20% des consultations du côté de la première ligne médicale, je devrais dire. Et c'est vraiment une problématique qui va amener de la douleur et souvent des limitations fonctionnelles, que ce soit de courte ou de moyenne, longue durée à la population. Ici, vous voyez, j'espère suffisamment, donc une figure qui était produite dans le Programme national de santé publique, donc les données du ministère, qui mettait en lumière donc la prévalence de principaux problèmes de santé chronique en 2011-2012. Et le premier ici, celui que vous voyez qui a la plus grande prévalence avec près de 16%, c'est les maux de dos. Donc, au-delà de l'hypertension artérielle, l'arthrite, l'asthme, les troubles d'anxiété ou le diabète ici,
Donc, je pense que ça traduit vraiment l'ampleur de la problématique. On sait qu'il y a près d'1 personne sur 5 au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde qui va rapporter aussi une douleur persistante. Donc, les maux de dos, ça fait partie des grandes problématiques de douleur chronique. Et donc, je mentionnais, on va avoir souvent, les physiothérapeutes, on le sait, les gens viennent nous voir, 99%, c'est parce qu'ils ont mal à quelque part. Donc, la douleur, de façon plus large, c'est vraiment une grande raison de consultation avec le système de santé, que ce soit du côté médical ou auprès d'autres professionnels de la santé. Et on considère que ça représente de façon générale la douleur 80% des demandes de soins dans le milieu médical. Donc, on inclut dans tout ça la douleur qui serait plus en lien avec une problématique musculo-squelettique. Évidemment, tout ça, ça a des conséquences au niveau individuel. Si on pense à des conditions à la fois aiguës, là, qui sont assez récentes, ou même des conditions qui sont plutôt chroniques, où là, souvent, on va traduire ça par une douleur qui dure plus de 3 à 6 mois, ou une douleur qui va être présente au-delà du temps qui serait attendu, finalement, pour que la situation soit résorbée. Bien, on va avoir un impact au niveau de l'appétit. On le sait, le sommeil peut être perturbé, nos relations avec nos proches, nos enfants, le travail, nos capacités de travail, c'est une grande source d'absentéisme au travail, la douleur ou les troubles musculo-squelettiques. Et de plus en plus, on le sait, l'expérience de douleur doit être appréhendée selon un modèle bio-psychosocial, entre autres parce que toute l'affaire psychologique, sociale va être affectée par la présence d'une douleur, d'un problème de cette nature-là. Donc, on pense à l'anxiété, on parle de colère, de dépression. Est-ce qu'on doit... Ça va. Ça va. Donc, et aussi, on a pensé longuement que... puis moi, j'ai une dame qui est impliquée dans un des cours que je donne en physiothérapie, qui dit, moi, j'ai mal, mais ça me tue pas, c'est pas ça qui va me tuer. Mais on a des données maintenant qui disent que non, pain can kill. Il y a vraiment un risque de suicide qui peut être augmenté chez les clientèles, les personnes qui ont une douleur persistante. Entre autres, si vous voyez des données d'un projet où les gens ils sont en attente de recevoir des services, quand on parlait d'un risque de suicide qui était doublé dans ce cas-là. Évidemment, ces conséquences au niveau individuel se traduisent par des conséquences à l'échelle plus sociétale. On peut penser en termes de perte de productivité, perte de main-d'œuvre, de compensation aussi financières qui sont fournies aux travailleurs, par exemple par la CSST ou la SAC. Et évidemment, est-ce que je suis en train d'annoter quelque chose dans le couloir? La technologie, quand on la connaît pas trop. Donc, l'utilisation des services, c'est vraiment une des grandes conséquences aussi. On mène un projet à l'urgence actuellement. Donc, c'est vraiment une grande raison de consultation à l'urgence, dans les cabinets médicaux en première ligne. Mais également, il y a vraiment, c'est encore un nombre, c'est pas rare qu'il y ait des gens qui soient hospitalisés pour problématiques de douleur encore aujourd'hui. Donc, vraiment des impacts importants, puis qui font en sorte que, c'est vrai, si on a OK. Puis ça, c'est des données qui circulent depuis les dernières années, que finalement, les problématiques de douleur chronique, en termes de coûts directs, en termes de services de santé, ça coûterait autant que les maladies cardiovasculaires, que le cancer, puis le double de la dépression. Donc, c'est vraiment c'est frappant comme données, parce que je pense que dans notre imaginaire, il y a des problématiques de santé qui sont vraiment très, très importantes. Mais la douleur chronique, en termes de coûts de services de santé, ça aurait une très, très grande importance. J'aime toujours ramener cette image-là qui servait de campagne publicitaire, campagne de sensibilisation, je devrais dire, de l'Association québécoise de la douleur chronique en 2013, qui nous rappelait la présence de douleurs, donc musculo-squelettiques ou neurologiques, neuropathiques, était donc présente chez 1 500 000 personnes au Québec, mais que c'est vraiment encore un tabou. Je pense que ça évolue. Moi, je suis une nature plutôt optimiste, j'ai l'impression qu'on entend de plus en plus parler. Mais en 2013, on sentait encore vraiment besoin encore de dire que c'est tabou comme situation, parce que finalement, ça paraît pas. On peut avoir très, très mal, être en grande souffrance, mais ça ne paraît pas. On n'a pas nécessairement un test médical qui nous permet aussi de dire oui, douleur chronique ou non, douleur chronique. Ce qui
qui fait en sorte que certains chercheurs ont parlé d'une épidémie silencieuse. L'épidémie silencieuse de la douleur chronique, parce qu'il y a peu de reconnaissance de sa prévalence, finalement, puis des coûts importants pour la société. Donc, je disais que j'étais de nature plutôt optimiste. Entre autres, il y a un dossier qui a été mis de l'avant dans le Devoir l'année passée sur ce qu'on dit encore comme étant les grands oubliés de la douleur chronique. Donc, encore cette notion de tabou qui est là, mais qui mettait aussi en évidence les difficultés d'accès aux services. Puis, il y a 2 semaines, encore dans la presse, il y avait un reportage là, qui parlait de temps d'attente jusqu'à 5 ans pour obtenir des services sur les listes d'attente de services de douleur tertiaire. Donc, peut-être qu'un des événements ou un des qui a fait en sorte aussi qu'on entend peut-être davantage parler, c'est la question de la crise des opioïdes, donc qui a été dans les médias dans les dernières années au Canada. On sait au Canada, on est un très grand consommateur d'opiacés. Puis, vous avez peut-être vu aussi la campagne qui a été mise de l'avant par le gouvernement du Québec depuis la semaine passée, je pense, qui nous dit qu'il y aurait un Québécois qui décède à tous les jours en lien avec la prise d'opiacés. Puis, à l'échelle du Canada, on dit que c'est environ 7 Canadiens qui décèdent en lien avec la crise des opiacés à tous les jours. Fou. Donc, on a vraiment, à travers cette crise-là, parlé de l'importance d'alternatives aux opiacés. Alternatives pharmacologiques, mais non pharmacologiques également. Puis, comme physiothérapeute, notre association professionnelle canadienne a vraiment voulu participer aussi à ce mouvement-là pour mettre de l'avant le rôle que les physiothérapeutes, comme d'autres professionnels aussi, pouvaient jouer aussi comme alternative ou au moins en complément pour les personnes qui auraient de la douleur. Donc, toute une boîte à outils qui ont proposé, entre autres qui met de l'avant l'efficacité relative aussi, que la physiothérapie peut avoir des bienfaits qui vont au-delà aussi possiblement des opiacés. Et donc, des bienfaits qui pourraient être en termes de réduction de douleur, de symptômes psychosociaux par exemple, ou de prévention de la chronicité, à l'aide d'interventions comme l'exercice physique, les mobilisations articulaires, l'éducation. Donc, on en aurait avantage, sans exclure d'autres formes d'intervention non pharmacologiques, et que la physiothérapie pourrait avoir son rôle à jouer. Donc, pourquoi on voudrait assurer un meilleur accès à la physiothérapie? Entre autres parce que, justement, le non-accès ou le manque d'accès aux professionnels de la réadaptation, entre autres, a été décrié comme étant une possible source, un possible facteur qui aurait influencé, qui aurait mené à une surprescription des opiacés. Donc, des médecins qui ont dit, moi, j'utilise les outils dont je dispose auprès de mes clients pour pouvoir les soulager le plus possible, puis je ne dispose pas d'un accès suffisant à des professionnels de la réadaptation dans le régime public. Donc, j'ai accès à la médication, c'est ce que j'utilise. Puis, ça a été dit au Québec, mais ça a été dit ailleurs dans le monde aussi. Également, dans l'optique du vieillissement de la population, dans l'optique de l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, on doit aussi anticiper qu'il y aura des besoins croissants en termes de gestion de la douleur, puis qui peuvent aussi impliquer un besoin d'assurer des ressources en physiothérapie ou en réadaptation pour bien répondre aux besoins de la population. Une des données aussi que je trouve qui est très parlante, certains connaissent peut-être le sondage national des médecins, qui est un sondage qui est envoyé à tous les médecins annuellement, je crois, à l'échelle du Canada, puis qui porte sur des questions différentes d'année en année. En 2013, il y avait une question qui portait particulièrement sur l'accès à des professionnels dans le régime public, puis on a des données directement pour le Québec. Et donc, on a trouvé que 85% des médecins de famille et 65% des médecins spécialistes considéraient qu'ils étaient insatisfaits de l'accès qu'il y avait aux services de physiothérapie publique au Québec. Donc, prenant une perspective, disons, un peu plus éthique, en 2010, il y a eu le congrès de l'Association internationale pour l'étude de la douleur à Montréal. Puis, en marge de ce congrès, il y a eu un sommet donc, qui a mené à la Déclaration de Montréal qui nous menait à dire que l'accès à des services de douleur, de gestion de la douleur, c'est un droit fondamental. C'est une question de droit fondamental, c'est une question éthique importante. Et on a un partage de cette responsabilité-là en commun entre gouvernement, entre institutions, entre organisations et entre professionnels pour assurer les services à la population.
Simon? Oui. Avant de parler d'équité, d'accès au service, je vais essayer d'enlever les barres vertes que c'est pas à voir, là. Je peux, peut-être, je pense que ça doit être une efface. Oui. Efface. Oui. Voilà. OK, bon, excellent. Alors, on entre un peu plus dans le vif du sujet. Avant de vous parler un peu d'équité, d'accès aux services en physiothérapie, il est bon de proposer une définition de ce que c'est l'équité. S'il y a des experts entre vous qui sont plus ferrés en éthique, ça se peut qu'on ait une définition différente. Alors, on vous propose celle-là ce midi, mais ça se peut qu'il y ait des variantes, là, surtout s'il y a des experts de l'Institut d'éthique appliquée. Mais bon, pour nous, l'équité en santé, c'est une absence de disparité systématique et évitable associée à des caractéristiques sociodémographiques principalement. Ça peut être associé à des caractéristiques aussi cliniques, mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que pour que les services soient équitables, on s'attend à ce que les ressources soient distribuées selon les besoins de la population et non selon certaines caractéristiques, par exemple comme le revenu ou l'âge. On peut aussi regarder l'équité sous forme d'image, des fois ça aide à comprendre, c'est une image bien inconnue de l'équité. Alors si trois enfants veulent regarder un match de baseball, mais il y a une clôture, ben, si on veut donner un traitement égal, on leur donne toute une boîte pour qu'ils soient plus hauts, mais ils ne sont pas plus avancés, il y en a qui ne peuvent toujours pas voir. Et quand on donne des traitements équitables, ben là on peut moduler le nombre de boîtes qu'on donne selon les besoins de la personne. Alors je pense que ça parle bien de la différence entre l'équité et l'égalité. Encore une fois, pour la réadaptation, on pense à, par exemple, des personnes en fauteuil roulant. Si on leur donne tous un vélo pareil, ben c'est certain qu'on n'aura pas les mêmes résultats que si on donne des vélos qui sont plus adaptés selon les besoins. Alors, c'est ça pour nous, l'équité. On peut aussi voir l'équité sous forme plus d'un iceberg, OK? Donc, pour les cliniciens d'entre nous, les gens qui sont plus dans les milieux, les gens qu'on voit au quotidien, qu'on traite, c'est des gens qui ont eu accès aux services. Donc, ce qu'on voit, c'est la pointe de l'iceberg. C'est ceux qui reçoivent les services appropriés, de qualité, puis on espère au bon moment. Mais en dessous du niveau de l'eau, il y a tout le fond de l'iceberg. Il y a une masse de personnes qui, eux, n'ont pas nécessairement accès aux services, n'ont peut-être même pas connaissance que les services existent, n'ont pas les moyens d'y accéder au bon moment ou au bon endroit. Ça peut être modulé, l'accès ou non, et l'équité d'accès ou non à ces services-là peut être modulé selon l'âge, selon différents facteurs comme le revenu, l'éducation, la résidence, si on habite en milieu rural ou urbain, l'ethnicité, la couverture d'assurance ou le problème de santé. Sans rentrer dans un cadre théorique, on peut regrouper ces facteurs-là sous forme de facteurs prédisposants, des choses qu'on ne peut pas changer comme l'âge. L'éducation, à un certain âge, on peut plus difficilement la changer. Donc, c'est des facteurs qui vont prédisposer à un accès ou non. Des facteurs facilitants, donc le revenu va faciliter, dans certains cas, l'accès ou non à des services. Et le problème de santé va correspondre aux besoins. Et puis, si vraiment le problème de santé module le niveau d'accès, puis qui vraiment traduit le besoin, bien là, ça peut être équitable. Quelqu'un qui a plus de besoins, c'est normal qu'il ait plus d'accès à des services, par exemple. Ensuite, des facteurs auxquels on va revenir au cours de la présentation. Une petite vignette clinique, encore une fois, pour illustrer le concept d'équité. On a un monsieur à gauche de 65 ans qui a faible revenu, peu de soutien social, et qui se blesse au dos, comme plusieurs personnes ont pelleté beaucoup cet hiver, et puis il se blesse au dos. On a à droite une madame de 45 ans qui est dans la classe moyenne, qui a un bon réseau social, vit avec son conjoint, ses deux enfants, et se blesse à l'épaule en peinture en plafond. À gauche, le monsieur va consulter, évidemment, en plus, il n'y a pas de médecin de famille, donc il va consulter au sans rendez-vous dans une clinique médicale avec un rendez-vous très court. Il va avoir une prescription d'analgésique, mais pas beaucoup d'explications. Alors, il retourne chez lui, fait pas beaucoup d'exercices, prend sa médication, ça ne s'améliore pas. Consulte une semaine plus tard, reçoit des analgésiques ou des anti-inflammatoires, des relaxants musculaires un peu plus de deuxième classe, de deuxième ordre. Mais donc toujours pas d'amélioration. Un mois plus tard, finalement, sa condition a détérioré, il a discuté à bouger, il a une douleur très très forte, puis il va se présenter à l'urgence, il va recevoir une prescription d'opioïdes. Alors, bon, c'est l'extrême peut-être, c'est un scénario extrême, mais c'est pour illustrer que, tandis que la personne à droite va pouvoir aller voir son médecin de famille, va prendre 10-15 minutes à discuter de la situation, une prescription peut-être d'analgésique, mais aussi une prescription de physiothérapie.
Ça donne qu'elle a des bonnes assurances, donc elle peut aller dans la clinique à côté, et puis 2 jours plus tard, elle a un traitement, une prise en charge, des exercices, et puis 2 semaines après, ben, son problème est réglé. Alors, c'est un peu caricaturé, mais c'est pour vous montrer 2 trajectoires, 2 parcours de soins différents qui mènent à des résultats bien différents, puis qui peuvent être modulés par certaines caractéristiques personnelles. Donc, les enjeux qui concernent plus notre projet en physiothérapie, les résultats de notre projet, d'abord vont être diffusés en 3 catégories. On va vous parler d'abord de long délai d'attente, de variation aussi d'une région à l'autre en termes d'offres et de demandes, et finalement des processus de priorisation qui, dans certains cas, peuvent être favoriser certaines clientèles plus que d'autres. C'est des enjeux, des sujets qui sont mentionnés de plus en plus dans les médias à travers le Canada, donc à Saskatchewan, à Toronto, à Québec. On parle de fermeture de cliniques, on parle de temps d'attente, donc c'est quelque chose qui gagne en intérêt et de plus en plus mentionné dans les médias. C'est ce qui nous amène à notre projet, le projet Accès Physio, qui visait à documenter l'accessibilité aux services de physiothérapie dans les cliniques externes des hôpitaux au Québec. Donc, la méthodologie qu'on a utilisée, c'était une enquête qu'on a réalisée en 2015 auprès de tous les centres hospitaliers à l'échelle de la province. On voulait d'abord identifier ceux qui offraient sous forme ambulatoire en clinique externe des services pour les clientèles adultes qui ont un trouble musculo-squelettique. Alors, parmi ces hôpitaux qui offraient ces services-là, on a finalement fait l'enquête pour contacter les gens qui géraient les listes d'attente pour qu'ils puissent répondre à un questionnaire en ligne suivi d'une entrevue par téléphone. Puis ça nous a donné les résultats qu'on va vous présenter ce midi. Pour vous donner une idée de l'échantillon qu'on avait, on avait identifié 98 hôpitaux finalement qui offraient des services en clinique externe. Puis on a eu un bon taux de participation. 97 d'entre eux nous ont répondu au questionnaire et à l'entrevue. Ils étaient assez bien répartis dans la plupart des régions socio-sanitaires au Québec et aussi assez bien distribués en termes de régions urbaines, semi-urbains ou rurales. En moyenne, il y avait près de 3 physiothérapeutes et 1,5 thérapeutes en réadaptation physique en équivalent temps complet dans les cliniques externes, donc dédiés vraiment aux services en clinique externe. Donc, dans certains cas, un physiothérapeute peut-être faisait la moitié de son temps sur les étages pour la clientèle hospitalisée, puis 0,5% qui était calculé ici de son temps en clinique externe. Alors ça, c'est le premier article des 3 qui est issu de ce projet-là. Et on va vous présenter d'abord les résultats qui concernent plutôt les listes d'attente. 98% avaient une liste d'attente, donc la plupart des milieux finalement avaient une liste d'attente, c'est pas surprenant. Plus de la moitié avaient rapporté recevoir de plus en plus de références depuis 3 ans de la part des référents médecins, par exemple. Et aussi, à peu près la moitié avait rapporté une augmentation du temps d'attente qui s'allongeait depuis 3 ans. Ça c'est les tendances qu'on avait. Quand on parle de liste d'attente, justement, on avait près de 200 personnes en moyenne par les attentes pour chaque milieu ici. Donc, ça nous donne un total là, à l'échelle de la province de 18 000 personnes. C'est un chiffre qui a été repris par après là, pour un peu donner l'ampleur de la situation. En termes de temps d'attente, ici, on parle du temps d'attente médian, c'est-à-dire que chaque milieu avait sa liste d'attente et on leur demandait d'identifier pour la personne qui se trouve au milieu de la liste combien de temps elle attend, depuis combien de temps elle attend. Il faut comprendre que cette personne-là n'a pas encore été prise en charge, mais ça nous donne une petite idée de l'ampleur des attentes. Puis on avait le temps d'attente maximal qui était les 3 personnes, la moyenne des 3 personnes qui attendaient depuis le plus longtemps. Alors, si on regarde la moyenne de ces 2 valeurs-là, ici, on a quelque chose qui tourne autour de 7 mois et presque 2 ans là, pour le temps d'attente maximal. Mais certains vont dire qu'il y a des valeurs extrêmes qui peuvent faire gonfler un peu les moyennes. Là, parce que vous voyez ici que ça montait à plus que 10 ans là, pour la personne qui était là depuis le plus longtemps à travers le Québec. Alors, on peut, même si on regarde la médiane de ces valeurs-là, on a quand même autour de plusieurs mois d'attente. C'est un peu compliqué peut-être à schématiser, là, si je parle de moyenne, temps maximal et médian. On peut regarder d'une autre manière aussi, le temps d'attente. Encore une fois, pour la personne qui se trouve au milieu de la liste, finalement, cette personne-là attendait depuis plus de 6 mois dans 41% des milieux. Ça vous donne une idée, finalement. Là. La moitié de la liste attendait depuis plus de 6 mois dans 41% des milieux. On s'est aussi intéressé à savoir est-ce qu'il y a des stratégies qui pourraient être associées ou non à un temps d'attente plus court. Et comme de fait, on a trouvé une stratégie qui était associée à un temps d'attente plus court. C'était les milieux, finalement, qui priorisaient, au lieu de prioriser en fonction de la référence papier ou d'appeler au téléphone, ils faisaient venir le patient en personne pour identifier vraiment les besoins, faire une priorisation en personne, puis par le fait même donner des interventions pour pouvoir débuter un peu le traitement finalement.
Et puis, ces milieux-là, qui faisaient toujours cette procédure-là, avaient un temps d'attente 5,5 mois plus court que les milieux, plutôt qu'ils ne le faisaient jamais. Alors, c'est des résultats significatifs avec une taille d'effet modérée, c'est assez intéressant. Toutefois, ça reste des résultats, une étude transversale, donc on ne peut pas tout à fait dire s'il y a un lien de causalité. Mais ça nous donne des pistes intéressantes de savoir s'il y a des stratégies qui pourraient être associées à un temps d'attente plus court. Donc, en conclusion, pour ce qui est des listes d'attente, il y a une grande quantité de personnes, plusieurs milliers de personnes qui attendent au Québec, souvent plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains cas. Et puis, ça peut avoir des conséquences néfastes pour ces gens-là. Ça peut faire que, finalement, leur condition qui était peut-être aiguë, subaiguë au départ, devient chronique là, par le temps d'attente. Puis, on peut se demander aussi, est-ce que ça répond vraiment aux besoins de la population, ce type d'offre de service? Le deuxième article, le deuxième volet finalement de notre projet, c'est d'analyser les variations d'une région à l'autre en termes d'offres et de demandes et de temps d'attente. Quand on parle d'offres de services, l'indicateur qu'on a regardé, c'est le nombre de professionnels de la physiothérapie, donc on inclut physiothérapeutes et TRP, le nombre de ces professionnels-là par population, par 100 000 habitants par exemple. Ça, c'est un indicateur. Puis, je vous rappelle, les données qu'on avait, c'est ceux qui étaient en clinique externe dans les centres hospitaliers, donc c'est plus pour le secteur public. La demande, c'était la proportion de la population qui rapporte un trouble musculo-squelettique dans la dernière année. C'est des données de l'Institut statistique du Québec. Et puis, on a fait une analyse géospatiale en comparant d'une région à l'autre, ces valeurs-là. Alors, un gros tableau de données, tout simplement pour illustrer les variations d'une région à l'autre. Alors, ici, on a l'offre de services, en fait, en physiothérapie dans le secteur public. On a la population ici, le nombre de cliniciens, et puis le ratio, finalement, de cliniciens par population. On ne regardera pas toutes les régions une par une, c'est juste pour vous attirer l'attention. Par exemple, en Capitale-Nationale, ici à Québec, on a un ratio de 1 clinicien, soit physio-TRP, par 100 000 habitants, ce qui n'est pas beaucoup. On a moins de 10 physiothérapeutes en équivalent temps complet, ou TRP, dans la région, dans les hôpitaux de la région, là, qui offrent des services comme ça. Ça, c'est en 2015, hein, je ne sais pas si la situation a changé, mais c'est pas beaucoup. Et par exemple, là, à Mauricie, centre du Québec, eux autres sont presque à 50 équivalents temps complet qui offrent des services pour une population un peu plus petite. Alors, ça donne des idées de variation d'une région à l'autre. Ces variations-là, bon, il était encore plus marqué peut-être pour des régions comme la Côte-Nord, la Abitibi, mais ça, c'est des régions qui quand même ont aussi une réalité où est-ce qu'il y a un plus grand territoire à couvrir, peut-être des déplacements, et aussi des travailleurs saisonniers qui peut-être comptent pas dans la population, mais peuvent compter sur la demande là, de ces milieux-là. Ici, dans ce tableau-là, on a la demande pour les services. Donc, en première colonne, ici, on a les personnes, la proportion de personnes qui rapportent un trouble musculo-squelettique dans la dernière année. Ça tourne autour de 30 % et pas beaucoup de variations à l'échelle de la province. C'est quand même beaucoup, 30 %. On peut se dire que dans ces 30 %-là, il y a certainement des gens qui peuvent aller consulter en clinique privée. Et nous, ce qu'on avait, c'est les données juste dans le public. Alors, on a voulu savoir le nombre de personnes qui ont un trouble musculo-squelettique, oui, mais aussi qui vivent dans le quintile le plus faible de niveau de revenu. Donc, il y a à peu près 20 % de niveau de revenu plus faible. Alors ça nous donnait une meilleure indication des gens qui pourraient être susceptibles de représenter la demande pour les services dans le secteur public, en tout cas un minimum de demande. Alors là, ben, en fait, ça nous donne un demi-million de personnes qui sont dans cette situation-là, avec un trouble musculo-squelettique et aussi avec un faible revenu. Et selon une région à l'autre, ça peut varier là, de 9 % à Montréal à moins de 5 % dans les Laurentides. Donc encore là, on a une variation d'une région à l'autre. Mais on pourrait se dire, ben, s'il y a une région qui offre plus, mais qui a aussi plus de demandes, ça peut être équitable, parce que ça va être proportionnel. Alors on a voulu savoir, bon, en croisant l'offre et la demande dans une carte, est-ce que c'est proportionnel? Alors dans cette carte-là, une carte qu'on appelle bivariée, il y a deux variables. Il y a la demande, ici, plus forte, modérée ou plus faible, et l'offre de service plus forte, modérée ou plus faible. Et bon, vous vous doutez que plus c'est rouge, moins bon c'est, donc il y a une forte demande et une plus faible offre. Donc c'est le cas de Montréal, par exemple, où il y a cette situation-là. Puis à l'inverse, par exemple, Gaspésie et la Madeleine, bon ben il y a une forte demande, oui, mais il y a aussi une plus forte offre, donc c'est peut-être plus proportionnel. Donc on voit qu'il y a des régions finalement qui sont peut-être mieux placées que d'autres, et certainement Montréal n'est pas la meilleure situation ici dans cette carte-là. Un autre indicateur intéressant, on s'est demandé combien un professionnel de la physiothérapie devrait traiter par année de personnes pour subvenir à la demande des personnes qui sont à faible revenu et qui ont un trouble musculo-squelettique. Alors, à Québec, par exemple, région encore 03, on ne va pas être très fiers,
Un clinicien devrait voir 4000 personnes par année pour subvenir à la demande. Alors, c'est beaucoup plus que les 300, 400, 500 patients qu'on peut s'attendre de voir par année là, pour un débit habituel, quand même assez bien aussi. Alors, vraiment, le Capitaine National, il y a un problème à ce niveau-là. Ça donne un ordre de grandeur. Montréal aussi dépasse quand même largement le ratio qu'on pourrait s'attendre. Donc, on peut supposer qu'il y a quand même certaines personnes là-dedans qui, probablement, n'ont pas accès à ces services-là. Quand on parle de temps d'attente, encore une fois, on a voulu comparer d'une région à l'autre. Ici, on a un temps d'attente médian là, de moins de 4 mois ou plus de 6 mois. Si c'est en rouge, c'est presque 7 mois. Alors, encore une fois, la capitale nationale et même tout l'Est du Québec ressort du lot comme des régions qui ont un temps d'attente plus élevé. On voit, en fait, sans regarder toutes les régions une par une, on voit qu'il y a beaucoup de variations d'une région à l'autre, même des régions voisines, finalement, qui peuvent avoir un temps d'attente plus élevé ou moins élevé. Alors, en somme, il y a des variations importantes d'une région à l'autre pour l'offre de services, pour la demande et pour le temps d'attente. Mais surtout, cette variation-là n'est pas proportionnelle. Donc, la variation de l'offre n'est pas proportionnelle à la variation de demande. Si ça avait été le cas, on aurait pu dire que c'est équitable, mais là, ce n'est pas le cas. Et puis, c'est quelque chose qui a été aussi observé dans d'autres provinces, là, à Saskatchewan et en Ontario. Donc, j'enchaîne avec le dernier axe, je vais dire, qu'on a abordé à travers ce projet-là, celui de la priorisation des références. Donc, quand on reçoit dans les centres hospitaliers, quand on recevait une demande de service, finalement, qu'est-ce qu'on fait avec cette demande-là? Donc, ce volet-là a fait l'objet d'une publication qui a été publiée, donc qui a été diffusée à la fin de l'année 2018 dans la revue canadienne de bioéthique. Puis donc, quand on parle de priorisation, on parle du processus de classement des personnes selon un ordre qui est donné, dans un ordre donné, mais selon la priorité qui leur sera accordée en fonction de critères qu'on s'est donnés pour recevoir un service. Donc, de façon, je dirais, théorique, là, le but de cette priorisation-là, c'est s'assurer que les personnes qui ont les besoins et services les plus importants soient priorisées afin qu'ils reçoivent ces services-là et dans un temps qu'on espère qui est rapide, mais dans un temps opportun à leurs conditions. Donc, c'est des processus qu'on utilise principalement, comme Simon y faisait allusion, là, dans des contextes où la demande va excéder l'offre de services. Et donc, sans surprise, il y a presque 100% des milieux au Québec qu'on a sondé où on utilisait un processus de priorisation des références. D'abord, on s'est intéressé aux critères qui sont utilisés pour prioriser les demandes. Donc, quels sont vraiment les éléments qu'on va regarder pour décider dans quel ordre, si on veut, on va mettre les personnes qui sont sur la liste d'attente. Et il y a plusieurs critères qui ont été utilisés dans une majorité des milieux. Par exemple, la raison de consultation, l'ordre chronologique, donc la date où cette référence-là a été reçue. La durée depuis l'apparition de la condition, est-ce que c'est une condition qui est plus aiguë ou plus chronique, la présence de difficultés fonctionnelles, par exemple, aussi le niveau d'urgence, la demande spécifiée par le référent. Souvent, les médecins peuvent écrire, quand c'est une situation qui est jugée très urgente, là, ils vont écrire urgence plus start sur la référence que le milieu de réadaptation de physiothérapie va recevoir. Puis, il y a certains critères qui ont été utilisés, certains aussi, vous en avez quelques-uns, là, qui étaient utilisés de façon moins fréquente, mais il y en a un que j'aimerais faire ressortir, c'est le fait que dans un peu plus du tiers des milieux, on regardait aussi s'il y avait un organisme payeur. Donc, est-ce qu'il y avait la CCC ou la SAC qui était un agent qui pourrait payer pour ces services-là au moment où la demande a été reçue. Donc, en regardant de façon plus précise ces critères-là, savoir est-ce qu'on utilise les mêmes critères d'un milieu à l'autre, puis sur donc les 94 établissements, il y avait 72 combinaisons différentes, ce qui vous dit que c'est très, très, très hétérogène comme critères qui sont utilisés. Il y a seulement, je pense que pour certaines combinaisons qui parlent de 3 milieux qui utilisaient la même combinaison, il n'y avait jamais beaucoup de milieux qui utilisaient la même combinaison. Néanmoins, donc le 3/4 des répondants jugeaient que c'était la raison de consultation, le diagnostic, qui était vraiment le critère le plus important pour décider c'est quoi, dans quel ordre on devrait prioriser nos clients. Mais de façon pas surprenante, si on suit aussi à d'autres résultats, c'est que
qui est émergé à travers aussi des questions ouvertes qu'on a posées aux répondants, où les répondants pouvaient s'exprimer sur différents aspects en lien avec l'accès aux services. La question de la priorisation ressortait et on constatait que les conditions aiguës étaient souvent priorisées au détriment des personnes qui avaient des conditions plutôt chroniques. Ici, vous voyez quelques extraits qu'on a ressortis dans ce qui a été dit par les répondants, qui laissent entendre que justement, certaines clientèles qui sont exclues ou qui sont du moins pas favorisées dans l'ordre de priorité qui est donné dans les milieux. Par exemple, ici, on dit seulement les cas post-opératoires, orthopédiques, post-fracture sont priorisés et vus à la clinique externe. Toutes les autres références sont référées au privé ou placées sur une liste d'attente. La liste d'attente est plus d'1 an pour ces cas et seul un 13% est vu. Il y a un rapport du protecteur du citoyen à la fin des années 2000 qui soulevait aussi le fait qu'on priorise vraiment les clientèles hospitalisées ou les clientèles post-opératoires dans les établissements. Et ici, un autre participant qui disait « La clientèle externe est toujours la première coupée aussitôt qu'il y a un débordement à l'interne. » Donc, il y a eu aussi une redirection dans les priorités aussi des établissements, à savoir où est-ce qu'on a mis nos ressources en physiothérapie. Il y a vraiment eu une redirection vers les clientèles hospitalisées avec les ressources en physiothérapie. C'est bien évident que ce sont des gens qui ont aussi des besoins fréquents de services quand on est hospitalisé, par exemple. Aussi, certains éléments laissaient entendre vraiment le fait qu'on pense que les façons de faire peuvent amener une canonisation aussi ou une complexification des cas quand on est en attente longtemps sur les listes. Donc, les participants disaient les délais d'attente ont considérablement augmenté, puis ça devient vite un service. Plus le délai de prise en charge est long, plus le problème est devenu chronique. Vous avez vu les chiffres que Simon vous a présentés. Donc, le fait que les gens sont sur la liste d'attente, pas nécessairement priorisés, même s'ils étaient peut-être dans une situation où un problème n'était pas nécessairement là de longue date, bien, si on n'est pas priorisé, on se retrouve sur la liste, ça devient un problème chronique. Et avec une complexité croissante, la complexité des cas a augmenté et les thérapeutes ont besoin de plus de temps par patient. Donc, si les cas sont plus chroniques, plus complexes, ça demande plus de temps. Donc, ce n'est pas nécessairement un facteur qui va faciliter aussi le flot d'usagers dans la clinique externe, parce qu'on a besoin d'accorder plus de temps aux gens qu'on reçoit finalement. Donc, d'autres aspects aussi de la priorisation qu'on a regardé, c'est quelles sources d'informations sont utilisées pour prioriser les références. Simon a mentionné tout à l'heure un des éléments qui pouvait être, une des façons de faire qui pouvait être utilisée, donc de rencontrer les usagers pour en faire une évaluation, une première intervention, où on va peut-être donner des conseils, des exercices, mais il y a aussi d'autres façons de faire. On va consulter le dossier, où on va rappeler le référent, peut-être pour avoir des précisions sur la référence qui nous a été envoyée, ou appeler directement le client. Mais aussi, on s'est intéressé à savoir c'est qui fait cette priorisation-là aussi dans les établissements. Il y a souvent donc un coordonnateur clinique qui est souvent un clinicien qui va avoir un peu des rôles d'administration. Il y a des cliniciens aussi qui peuvent être impliqués dans le processus. Puis dans près de 40% des cas, il y a aussi une réceptionniste, soit un réceptionniste qui pourrait être impliqué dans cette analyse-là de dossier. Donc, beaucoup de variations de ce côté-là aussi, à la fois au niveau des processus qui sont utilisés, des critères, et on peut effectivement mettre en lumière le fait qu'il y a peut-être une conformité au niveau de l'équité d'accès pour certaines clientèles, notamment pour les personnes qui ont des problématiques plus chroniques, qui ne vont pas nécessairement être favorisées sur les listes d'attente. Puis, on sait que souvent, les personnes qui ont des problèmes de douleurs chroniques, des fois, on va penser plus aux femmes ou âgées aussi. Donc, il y a d'autres aspects aussi qu'on peut considérer si on voulait pousser la question un petit peu plus loin. Et encore une fois, on dit, bon, est-ce que vraiment on prend en considération les besoins réels des personnes là, dans l'évaluation de la priorité des demandes de référence actuellement? Certaines limites, il y a aux travaux, évidemment. C'est un projet, comme Simon le mentionnait, qui était vraiment axé dans un type d'établissement, un type de service. C'est sûr que c'est en centre hospitalier que le plus gros des personnes qui ont des problèmes de troubles musculo-squelettiques vont se tourner. C'est à peu près la seule porte d'entrée actuellement. En centre de réadaptation, ça va être souvent d'autres types de clientèle, en CLSC aussi. Aussi, Simon mentionnait, c'est une étude transversale. On a pris une photo à un moment dans le contexte de ces établissements-là. La situation a pu changer. Je pense qu'il n'y a pas rien vraiment qui nous laisse entendre que la situation se serait grandement améliorée dans les dernières années. Il n'y a pas eu de grande stratégie provinciale, il n'y a pas eu.
C'est sûr que je pense qu'il y a certains établissements qui ont quand même mis en œuvre des stratégies localement pour améliorer les choses. Il y en a qui étaient déjà en cours quand Simon a fait la collecte de données. Donc, ça, c'est bien évident, mais globalement, on serait surpris que la situation serait vraiment améliorée. Puis, on a exploré un peu le sujet de l'éthique, mais je pense qu'il y a probablement une analyse plus approfondie qui pourrait être faite. Donc, on se permet, on est correct dans le temps, de parler de quelques initiatives ici qu'on a menées. C'est sûr qu'il y a d'autres projets que je mène, qu'on mène en lien avec l'accès aux services en réadaptation. Mais en 2017, on a travaillé avec justement des collègues chercheurs qu'on nous a présentés, d'autres collègues qui font partie du réseau, vous ne voyez pas beaucoup, mais un réseau d'éthique professionnelle en réadaptation qui nous permet un peu de partager sur ces questions-là. On a fait une boîte à outils, puis je l'avais amené ici, tout ce document. Et on peut circuler le lien. Exact. Ben, c'est ça, on peut circuler le lien, puis je l'ai mis dans la diapositive également. C'est un peu un objet de sensibilisation, transfert des connaissances. On est de ce projet-ci, entre autres, mais aussi de projets d'autres collègues de l'Université de Montréal qui ont traité d'autres questions éthiques aussi en lien avec l'accès aux services, que ce soit l'implication des agents payeurs, comment est-ce qu'on à l'échelle canadienne, comment est-ce que le fait d'avoir des agents payeurs, comment est-ce que ça peut influencer la qualité des services en réadaptation, en physiothérapie, la qualité des services privés versus publics. Donc, ce sont des questions qu'on a abordées, puis on a voulu pousser un peu la réflexion pour une espèce d'objet qui permettrait d'accompagner les gestionnaires, entre autres les gens qui gèrent les listes d'attente. Donc, c'est un espèce de petit de liste, de checklist, j'oserais dire, mais qui veut vraiment l'objet qui servirait de réflexion sur des aspects comme la priorisation des références dans votre milieu, sur qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont en attente. Donc, il n'y a pas de ligne directrice. On n'avance pas qu'il faut faire de cette façon-là, mais c'est vraiment des éléments qu'on a mis de l'avant pour pouvoir accompagner puis peut-être amener un espèce de processus de réflexion à travers les établissements. Donc, on a mis le lien, puis on avait préparé cette espèce de pensée aux cartes postales qu'on avait aussi distribuées dans des établissements qui offraient des services ambulatoires au Canada, en français et en anglais, pour aussi, comme objet aussi de sensibilisation puis de réflexion par rapport à ça. Aussi, il y a quelques années, avec des collègues gestionnaires, cliniciens, chercheurs, on avait travaillé sur un mémoire qui avait été déposé au commissaire à la santé et au bien-être dans le cadre d'une consultation publique sur le panier de services. Consultation publique sur le panier de services public aussi. Puis aussi un projet de livre blanc qu'on est en train de concrétiser pour mettre de l'avant aussi la problématique d'accès aux services de physiothérapie au Québec. Puis d'autres initiatives qui ont été menées. Plus récemment, donc ça c'est l'automne dernier, lors du congrès de physiothérapie, congrès canadien. C'est un atelier qu'avec mes collègues Sean Cleaver et Anne Hudon, on a monté pour parler finalement de cet enjeu-là. Donc ça s'appelait les physiothérapeutes canadiens face à l'inéquité dans l'offre de services, discussion et appel à l'action. Donc, comme ça le disait dans le nom, le but c'était de discuter, puis après ça, de trouver une certaine solution, commencer à réfléchir là-dessus. Alors, on avait deux invités panélistes, Brenna Batt et Mike Landry, qui ont brièvement parlé de certains enjeux d'éthique, puis commencé à introduire les notions. Mais très rapidement, on a invité les participants de l'atelier à se regrouper, à réfléchir ensemble à quel était ils choisissaient chacun un enjeu d'éthique ou d'équité. Et puis, il essaie de voir quelles étaient les causes, les facteurs contextuels, les impacts sur certaines clientèles. Donc, il réfléchissait, faisait le tour de la question. Après ça, en grand groupe, on partageait le travail de chacune des équipes et on réfléchissait à certaines pistes de solutions. Alors, on vous présente rapidement ces résultats-là au nom de mes collègues et moi-même qui avons comptabilisé tout ça. Alors, il y avait 5 catégories d'enjeux. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu, là. C'est des enjeux seulement qu'on a regroupés ensemble. D'abord, l'offre de services insuffisante qui se traduit par des listes d'attente dans les cliniques externes, dans les services à domicile, par exemple. Donc, ça fait un peu le parallèle avec ce que je vous ai déjà présenté plus tôt. La distribution géographique inéquitable, les régions rurales, les régions éloignées. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a ressorti avec nos travaux aussi. Les inéquités d'accès selon le statut socio-économique, donc les barrières financières dans certains cas, ou les coûts des services peuvent être une source d'inéquité.
le manque de services adaptés à la culture, donc la culture autochtone, la langue, par exemple, peut-être plus à Montréal, là, la langue peut être une barrière finalement ou une source d'inéquité, et l'inéquité dans l'offre de services selon la couverture d'assurance. Donc, même ceux qui consultent en clinique privée, selon si vous avez une assurance privée ou CNSST ou SAC, vous n'aurez peut-être pas les mêmes services, la même fréquence ou les mêmes traitements. Alors ça, c'est juste pour vous donner un topo, bref topo. Et après ça, bon, vous voyez que ça fait référence, ce qu'on vous a présenté et ce qui a été mentionné par les participants, ça va rechercher plusieurs de ces facteurs-là qu'on a vus au début de la présentation. Il y avait des solutions aussi qui ont été proposées. Ce n'étaient pas des solutions très élaborées, c'était vraiment des pistes de réflexion assez larges. Mais quand même, bon, les participants suggéraient de commencer à examiner et modifier les modèles de prestation, de financement des services de physiothérapie, de développer et implanter de nouvelles stratégies pour corriger les lacunes dans l'offre de services. Donc, par exemple, avoir des interventions de groupe pour pouvoir avoir plus de patients, ou prôner le changement dans la dynamique politique de la pratique en physiothérapie. Il y en a même qui suggéraient que les gens s'impliquent plus dans la politique, dans l'organisation des services, pour pouvoir avoir un peu plus de pouvoir sur ces décisions-là. De cet atelier-là, il suivit l'idée de partir un groupe Facebook pour réunir les gens qui avaient participé à notre atelier, peut-être voulaient continuer de discuter, de partager sur ces enjeux-là. Donc, il y a un groupe Facebook que vous pouvez aller voir et vous pouvez vous joindre à nous, Equity in Physio au Canada, donc un titre bilingue, on veut être un peu plus inclusif, moitié bilingue finalement. Et puis, ça c'est simplement un moyen simplement de partager l'information entre nous sur les enjeux d'équité. Pour conclure, je pense que notre présentation témoigne de certains besoins non comblés dans la population en termes de besoins en physiothérapie, spécifiquement, mais qui pourraient certainement s'adapter à d'autres professions de la santé en réadaptation ou ailleurs. Il y a plusieurs enjeux éthiques liés à l'équité d'accès dans les services en réadaptation. Il y a des projets qui sont en cours, certaines initiatives pour à tout le moins sensibiliser, mais il faut voir éventuellement qu'il y ait des actions plus concrètes qui soient prises et qui découlent de ces résultats-là. Et puis, on vous encourage à retourner dans vos milieux et continuer de discuter de ces enjeux pour finalement poursuivre la discussion. Ah, oui.